l'instant, elle n'est pas indiquée en première intention, c'est-à-dire au moment où on cherche à poser un diagnostic en langage écrit. Donc, les épreuves de première intention, elles correspondent aux épreuves de leximétrie, de transcription orthographique et de compréhension écrite. En effet, les critères diagnostiques du DSM-5, sur lesquels on s'appuie le plus souvent pour argumenter notre diagnostic orthophonique, n'imposent pas d'objectiver des marqueurs ou des déficits des compétences cognitives sous-jacentes. On sera en revanche attentif à la qualité de notre anamnèse pour à la fois être en mesure de valider ou non les critères diagnostiques de cette classification, mais aussi pour relever les signes d'appel de toute co-occurrence de TND éventuelle. En revanche, la recherche de ces marqueurs et des déficits cognitifs sous-jacents, elle va être fondamentale lors d'un deuxième temps qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire l'exploration du profil cognitif et du fonctionnement de notre patient. Cette analyse fonctionnelle, elle peut s'appuyer sur des évaluations normées, si on en dispose, et le cas échéant, sur des évaluations critériées et ou dynamiques. C'est l'acquisition de ces données qui nous permettront de mieux cerner les déficits, mais aussi les compétences préservées chez notre patient. Le fruit de cette recherche, du coup, va pouvoir nous guider pour choisir, identifier l'axe thérapeutique qui va être le plus adapté, pour aboutir à une décision de soins partagée de façon éclairée avec les meilleures données disponibles, et pour élaborer le projet thérapeutique de façon conjointe. Cette trajectoire développementale déviante, elle est préconisée par certains auteurs pour dissocier le trouble du retard. C'est une distinction qui peut être discutée puisque le trouble désormais semble s'inscrire plutôt sur un continuum sur lequel on pourrait inscrire donc les déficits sévères sur une de ces extrémités et puis des performances élevées par rapport à ce qui serait attendu sur l'autre extrémité. Donc, il n'est donc pas toujours possible de l'objectiver de façon systématique, sans pour autant que cela écarte le trouble spécifique du langage écrit sur un plan diagnostique. Une autre raison, c'est que certaines des compétences cognitives sous-jacentes, elles entretiennent avec les apprentissages en langage écrit une relation bidirectionnelle, une influence bidirectionnelle. Par exemple, dans les premiers temps de l'apprentissage, au moment du décodage, c'est le cas de la conscience phonémique. Autrement dit, mieux on développe les correspondances graphophonologiques, mieux on va manipuler les unités phonémiques. Et cette influence va fonctionner à l'inverse. Mieux on manipule les unités phonémiques, et mieux on va développer les correspondances graphophonologiques. Et par ailleurs, comme on le constate aussi auprès de nos patients, l'expression clinique d'un TSLE, d'un trouble spécifique du langage écrit, va être extrêmement variable d'un patient à un autre. Donc, certains vont rencontrer de grandes difficultés dans l'identification des mots écrits, donc du côté de la précision ou du côté de l'affluence, et ce pour des raisons tout à fait, encore une fois, variables. Donc, il existe une grande hétérogénéité sémiologique, en plus d'un caractère multifactoriel dans ce trouble du neurodéveloppement, TSLE. Autrement dit, l'aspect dimensionnel du trouble ne permet pas de considérer qu'une trajectoire développementale déviante est systématiquement attendue, ni qu'elle soit nécessaire pour la pose du diagnostic orthophonique. Un échange avec les enseignants est à la fois possible et en réalité plutôt souhaitable. Sur un plan formel, on va au préalable s'assurer que les représentants de l'autorité parentale acceptent cette communication. Et pour se prémunir de toute difficulté sur ce point précis, on pourra par exemple privilégier la formulation de cette demande par un canal écrit, SMS ou mail. Pour ce qui est du contenu de l'échange, alors il ne s'agit pas de parler du diagnostic, même si cela peut être également demandé aux parents au préalable. En effet, la communication du diagnostic ne renseigne pas sur les informations particulières et confidentielles que nous sommes susceptibles de recueillir au moment de l'anamnèse, que ces informations soient d'ordre médical, psycho-affectif ou socio-économique.
Il s'agit plutôt, l'objectif, c'est plutôt de partager des informations pertinentes sur les déficits qu'on a pu objectiver, sur le fonctionnement cognitif de notre patient et les améliorations possibles que nous avons pu mettre en évidence dans différents moments de notre prise en soin, que ce soit au moment de l'analyse fonctionnelle, quand on a pu proposer des évaluations dynamiques, par exemple, quand on a recherché la zone proximale de développement, ou tout simplement parce qu'on a déjà des réponses à un début d'intervention. Donc, ce sont bien ces données qui poseront les bases d'une réflexion outillée sur les aménagements pédagogiques à envisager. Donc, et ces aménagements, ils ne représentent pas toujours une charge importante pour l'enseignant, mais ne vont pas de soi, puisque, comme nous, on le sait très bien, chaque patient est bien singulier. Donc, cet échange va permettre de relier un déficit et le principe de tel ou tel aménagement. Autrement dit, on va essayer de renseigner sur le bénéfice attendu et sur leur impact sur les autres apprentissages scolaires. Donc, par exemple, si l'analyse fonctionnelle elle a objectivé un effet d'encombrement visio-attentionnel et une amélioration significative de la lecture grâce à un aménagement typographique sur l'espacement des caractères, par exemple, nous serons alors en mesure de communiquer des données précises à l'enseignant qui vont faciliter une mise en œuvre, une adaptation typographique, et puis à moindre coût pour lui. L'échange direct va nous permettre aussi d'expliciter ce que nous proposons. Il ne s'agit pas de dispenser l'élève, notre patient, des apprentissages ou des activités ou des tâches scolaires, mais bien de réfléchir sur un aménagement pour réduire l'impact fonctionnel du trouble. Et donc éviter par la suite le cumul de difficultés scolaires et puis permettre, en tout cas viser l'intégrité de l'accès aux autres disciplines scolaires, aux autres apprentissages. Et cet échange, en fait, il n'est pas unilatéral, en fait, il n'est pas, en tout cas, à direction uniquement vers l'enseignant. On va avoir besoin aussi des informations que peut nous procurer l'enseignant, notamment sur le fonctionnement sur toute une journée de classe, comment il se débrouille dans les autres apprentissages, comment aussi il se débrouille dans les autres disciplines, en sport, quelles relations il entretient avec ses pairs, etc. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, les enseignants connaissent peu leur impact et leur impact bénéfique. Donc, lors de ces échanges, on peut leur rappeler à quel point ils sont importants dans le parcours de l'enfant, en citant la littérature qui place leur bienveillance et leur compréhension comme facteur de protection psychosociale. On pourra leur expliquer qu'ils participent de façon importante et significative à réduire l'expression du trouble. Alors, bien évidemment, ces échanges ne sont pas toujours possibles pour chacun de nos patients. Dans certains cas, la grille d'impact résiduel de la FNO peut suffire et en fonction des patients et des situations, on pourra réserver un échange plus direct pour les cas complexes, un peu à l'image de ce que l'on fait pour les diagnostics complexes où un recours ponctuel à une équipe pluridisciplinaire est indiqué. D'après les référentiels diagnostiques, l'évaluation du quotient intellectuel n'est pas obligatoire pour poser un diagnostic de trouble spécifique des apprentissages. Néanmoins, un déficit intellectuel peut être un facteur d'exclusion de la spécificité du trouble s'il est suffisant pour expliquer à lui seul le déficit observé en langage écrit. D'après le DSM-5, il est possible d'avoir à la fois une déficience intellectuelle et un trouble spécifique des apprentissages. En effet, s'il y a un écart significatif entre le niveau de lecture du patient et le niveau qui serait attendu d'après son QI, il est possible de poser notre diagnostic, puisque le langage écrit est alors largement plus atteint, largement plus déficitaire que ce qu'il devrait être d'après le QI. Si notre patient a un niveau de QI correspondant à un écart type, on va dire par exemple de -2 DS, et que les scores de votre patient correspondent plutôt à un déficit qui le situerait à -3 ou -4 DS,
on voit bien qu'il y a un décalage entre le niveau d'efficience intellectuelle du patient et ses compétences en langage écrit. Et dans ce cadre-là, on peut tout à fait poser un diagnostic de trouble spécifique des apprentissages qui sera donc associé à un déficit intellectuel. Je rappelle que le diagnostic de déficience intellectuelle est avant tout clinique. Si vous avez un doute et que vous observez notamment une inadaptation sociale, votre patient se comporte avec vous comme avec ses pairs, ou bien il est parfaitement intégré en société car il est trop adorable et passif, ce qui en fait le chouchou de son groupe de copains ou copines. Si vous relevez également des difficultés importantes en compréhension au quotidien, alors vous pouvez suspecter une déficience intellectuelle et c'est une bonne indication de consultation en centre pluridisciplinaire tel qu'un centre référent des troubles du langage et des apprentissages. Sa mission sera alors de poser les différents diagnostics appropriés aux patients dans cette situation complexe. D'ailleurs, une situation complexe n'est pas définie uniquement par une suspicion de déficience intellectuelle, mais face à tout patient qui présente ou pour qui on suspecte des comorbidités diverses et variées. Donc, votre patient qui présente à la fois un trouble spécifique des apprentissages, mais chez qui vous avez aussi diagnostiqué antérieurement un trouble développemental du langage pour lequel vous suspectez peut-être une dyspraxie ou un TDAH, à ce moment-là, c'est une situation qui va être qualifiée de complexe et qui peut nécessiter un diagnostic pluridisciplinaire, notamment en centre référent des troubles du langage et des apprentissages. Dans le cas contraire, si vous n'avez aucun élément qui vous laisse suspecter une déficience intellectuelle chez votre patient, vous pouvez poser votre diagnostic vous-même. Plus dans les référentiels diagnostiques actuels que sont notamment le DSM-5 ou la CIM-11. Aujourd'hui, il n'est plus question de durabilité du trouble, mais de persistance des difficultés. Pour que nous puissions poser le diagnostic, il faut que les difficultés soient inattendues au regard de l'histoire neurodéveloppementale du patient et au regard de l'enseignement de qualité qu'il a reçu. Mais pour poser le diagnostic, il faut également que les difficultés aient persisté dans le temps, alors qu'on a essayé de faire le nécessaire pour réduire ces difficultés. La durée de persistance est de 6 mois. Il faut donc que pendant 6 mois, on ait aidé le patient à réduire ses difficultés, par exemple en utilisant de la pédagogie différenciée, le soutien du RASED, des APC ou aides personnalisées complémentaires en classe, ou encore du soutien scolaire. D'ailleurs, le Conseil scientifique de l'éducation nationale vient de publier des recommandations concernant justement ce système de réponse à l'intervention qui va nous permettre d'avoir des éléments objectifs concernant cette persistance des troubles dans une intervention un petit peu standardisée auprès des patients, avec en premier lieu une intervention donc au niveau scolaire. Ce système de réponse à l'intervention est défini en 3 paliers. Le premier palier étant le palier en lien avec l'école, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les enfants aient reçu un enseignement qui soit de qualité, basé sur des données probantes et que cet enseignement soit qualifié d'efficace. En deuxième temps, au palier numéro 2, un enfant qui rencontre des difficultés persistantes doit pouvoir bénéficier d'un soutien ciblé qui va impliquer donc une prise en charge un petit peu plus individualisée, généralement en petits groupes, donc qui se fait au niveau de l'école. C'est exactement le cas des APC, par exemple. Si les difficultés persistent chez l'enfant malgré la mise en place de ces adaptations-là, on va pouvoir proposer une intervention de palier 3 qui, du coup, va être moins fréquente au niveau scolaire, puisque là, on va mettre en jeu cette notion d'intensité avec des programmes qui vont être un petit peu plus soutenus, notamment d'après la synthèse du Conseil scientifique de l'éducation nationale, des interventions sur un temps plus long, donc un nombre de semaines élevé, donc 16 semaines par exemple, avec 4 à 5 séances spécifiques pour le patient d'une durée de 45 minutes à 60 minutes. Donc, on voit que c'est quand même un soutien qui est beaucoup plus intensif, qui est beaucoup moins adapté aujourd'hui au système scolaire français.
Toujours est-il que c'est la dynamique et c'est la volonté actuelle. Donc, peut-être que dans les années à venir, cette question des 6 mois de persistance sera beaucoup plus claire quand on recevra un patient en bilan orthophonique. En résumé, si votre patient remplit toutes ces conditions, vous pouvez poser un diagnostic dès le mois de mars du CP. L'objectif de la prise en soin orthophonique est de réduire l'amplitude du déficit en réduisant l'écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée par le patient. Il n'est donc pas question de normaliser obligatoirement les compétences. Il est certain que l'intensité de la rééducation est un ingrédient actif qui va favoriser une évolution positive, mais sorti d'une fenêtre optimale de rééducation de 6 mois, comme montré par Cahouette dans sa thèse, les bénéfices de la rééducation sont moins importants. De plus, avec le BP, l'Evidence-Based Practice, notre pratique tend vers une décision de soins et un plan d'intervention concerté, s'appuyant sur des objectifs qui sont ciblés, courts et spécifiques. Donc, des prises en charge moins longues, ciblées autour d'un objectif particulier. Des pauses ou des fenêtres thérapeutiques sont proposées quand le patient ou l'ortho s'essouffle, mais c'est pour mieux se retrouver ensuite et pouvoir partir sur un nouvel objectif si besoin. Donc, par exemple, avec un patient qui présente un trouble spécifique des apprentissages en langage écrit, que je reçois au mois de novembre, donc ce patient, il a un déficit en vitesse de lecture et un déficit en compréhension écrite. Donc, son déficit de vitesse de lecture, j'objective au moment de mon analyse fonctionnelle qu'il y a un déficit de la fenêtre visio-attentionnelle. Et donc, je vais choisir avec ce patient de commencer à travailler sur l'empan visio-attentionnel. Et donc, on va mettre en place un entraînement ciblé sur l'empan visio-attentionnel qui va durer 6 semaines. Puis, avec ce même patient, on va enchaîner sur une intervention, par exemple, en lecture répétée pour poursuivre avec un entraînement qui va permettre d'améliorer la vitesse de lecture. Et cet entraînement, il va durer aussi 6 semaines. Donc là, on est à 12 semaines d'entraînement. On a encore un petit peu de marge par rapport aux 6 mois moyens qui seraient idéaux. Donc, on va poursuivre avec une intervention ciblée, par exemple, cette fois au niveau de la compréhension écrite et en particulier au niveau de la gestion des inférences, puisque j'avais repéré également que c'était un point qui était compliqué pour mon patient. Donc là, au final, on va arriver à 18 semaines d'entraînement, donc 4 mois et demi sur le papier, mais avec les absences, les vacances ou ce genre de choses, on n'est pas loin des 6 mois. Je sens que mon patient, il a mis quand même beaucoup d'énergie, puisque pour chaque entraînement proposé, comme on veut un entraînement intensif, ça veut dire que mon patient, il a travaillé à la maison, donc 5 jours par semaine, 10 à 15 minutes, donc ça fait vraiment un engagement quand même qui est important. Et mon patient, même si au final il a progressé, il a quand même laissé beaucoup d'énergie dans l'histoire. Donc, on va décider de faire une pause, de lui laisser le temps en fait de s'approprier tout ça. Grâce aux entraînements qu'on a mis en place, le patient a pu prendre goût à la lecture, se rendre compte qu'en fait, il était en capacité de lire, de prendre plaisir. Et donc, on va décider d'une fenêtre thérapeutique à ce moment-là. Donc, on est rendu à peu près au mois de mai de l'année d'après. Et donc, on décide voilà, de faire une pause thérapeutique qui continue à lire, qui continue à consolider et renforcer en fait tous les bénéfices qu'il a retirés de la rééducation jusque-là. Et on décide de se revoir en septembre ou à la Toussaint, par exemple, pour remettre en place une nouvelle série d'interventions ciblées à nouveau sur la compréhension écrite, avec cette intervention qu'on a déjà faite sur les inférences, mais qui n'était peut-être pas suffisante pour régler toute la question de la compréhension écrite. Et donc, à ce moment-là, on se reverra, par exemple, pour une intervention ciblée sur les stratégies explicites de compréhension écrite. Donc, notre patient, on s'est vu, on s'est engagé dans une prise en charge, on a mis de l'énergie pendant un certain temps, puis on a décidé que c'était déjà un gros boulot. Donc, on fait une pause thérapeutique, on recharge les batteries les uns et les autres, et on se revoit un petit peu plus tard pour s'engager à nouveau sur un nouveau processus d'intervention, sachant que le patient connaît notre fonctionnement. On a pu lui montrer que la première série d'entraînement
avait amélioré les choses, l'avait aidé à mieux lire, à mieux comprendre. Donc, notre patient, il sait comment on fonctionne, il sait que ça va lui demander de l'énergie, mais il sait aussi que ça va être efficace et que ça va l'aider. Donc, quand il revient, il est juste archi motivé, il sait à quoi s'attendre et il est tout à fait prêt à s'engager à nouveau dans une série d'interventions qui va pouvoir être le plus bénéfique possible pour le patient. Ainsi, notre prise en soin orthophonique est dynamisée, raccourcie, et si tout n'est pas réglé dès le départ, on reverra notre patient ponctuellement pendant quelques semaines ou quelques mois, mais pas toutes les semaines sans interruption pendant 8 ans.